58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pardonnez-nous pour ces minutes de retard. Beaucoup de réglages ce matin. Ce soir, voilà, toute la journée, on a tenté des choses qu'on n'a pas tout à fait réussi. Mais quand même, nous allons pouvoir faire notre émission en direct. On voulait revenir sur Facebook. Vous savez que depuis quelque temps, j'ai décidé qu'on ne retransmettait plus nos émissions sur Facebook, sur YouTube. Oui, puisqu'elles sont enregistrées par notre ami Gérard à la vidéo, mais Facebook nous censure pour de la musique, etc. Bon, bref. Donc, j'avais dit, on fait de la radio, tant pis pour Facebook. Et ce soir, comme on a un invité de marque, que je vais saluer dans quelques secondes, on a décidé ça un petit peu au dernier moment, de retransmettre sur Facebook. Bon. Ça me semble assez difficile de retrouver tous nos critères pour émettre sur Facebook. Bon, peut-être que ça va venir en cours d'émission. Cela n'est pas très grave. L'émission, bien évidemment, vous pourrez la retrouver à nouveau sur YouTube dans quelques jours, bien évidemment. Bon, alors on me fait signe que ça marche. Bon, je peux pas aller voir sur mon téléphone. Apparemment, ça marche sur Facebook. Alors, non, mais tu peux parler, Jean-Yves, c'est pas grave. Oui. C'est pas sur le compte de la radio. C'est pas le compte sur le compte de la radio. Oui, effectivement, c'est sur le compte de, on peut le dire ou pas, Jean-Yves Bernard sur Facebook. Je vais saluer mon ami Christophe Chalençon, qui est très patient parce qu'il est en attente depuis une bonne demi-heure devant son matériel. Christophe, bonsoir. Il n'est pas là. Si, voilà. Bonsoir Lionel, bonsoir à toute l'équipe technique qui a fait un travail assez fabuleux là, depuis 3/4 d'heure pour retransmettre cette émission de ce soir. Et puis... merci de m'avoir invité. Donc, bonsoir à tous les auditeurs qui vont participer à cette émission ce soir. Alors, voilà. On va essayer de planter un petit peu le décor. Christophe Chalençon, vous êtes artisan dans le Vaucluse. Vous nous parlez depuis là-bas. On va saluer du reste toutes les auditrices et auditeurs de ce département et au-delà du département, parce que vous êtes une figure connue dans votre secteur, dans le sud de la France. Vous êtes une personnalité médiatique depuis 2018, puisque vous avez été aux côtés des Gilets jaunes. On vous a vu sur plusieurs plateaux de télévision, LCI et j'en passe. Bon, les Gilets jaunes... ça a duré 1 an, 2 ans. Vous me corrigerez après, bien évidemment. Hein. Et puis, on ne vous voit plus beaucoup sur les plateaux télé, quelques radios de temps en temps, et comme nous ce soir, par exemple. Mais vous avez tout un auditoire sur la toile, sur Facebook en particulier. Je ne sais pas ce que c'est que ce bruit, mais bon, voilà, bonjour. Et vous êtes toujours présent, vous êtes revendicatif comme au premier jour. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont affinées, mais je sais que vos opinions n'ont pas changé. Est-ce que j'ai fait une présentation correcte, Christophe ? Oui, tout à fait. Bon, le combat des Gilets jaunes a été, c'est vrai, l'événement qui a fait que j'ai apparu sur les réseaux, mais sachant que sur mon territoire, j'étais déjà très vindicatif concernant les politiques à la fois locales et nationales, mais surtout, j'étais un combattant défendre les intérêts du travailleur indépendant, donc que ce soit l'artisan, le commerçant ou le paysan, qui pour moi sont le poumon de nos territoires. Donc, le combat, il n'est pas d'aujourd'hui, il n'a pas été... il n'est pas de novembre 2018. Il y a une vingtaine d'années que je me rends compte que malheureusement notre société glisse vers l'effondrement. Bon, on va y venir. On va y venir, Christophe. Vous contestez toujours, bien évidemment. Par contre, depuis maintenant quelques temps, manifestation à Paris, vous êtes rendu à une manifestation il y a quelques mois à Paris.
vous avez été cueilli, vous avez été mis en garde à vue. Voilà des choses qui se reproduisent maintenant. Vous êtes, je ne dis pas régulièrement convoqué. Ça se passe bien, c'est ce que vous nous avez dit sur les réseaux sociaux. Ça se passe bien avec les forces de l'ordre, même quand vous êtes en garde à vue. Tout le monde se respecte. Et bien évidemment, bon, vous êtes relâché. Mais la tension augmente. Alors, est-ce que c'est dû à cette situation économique de la France, la situation avec moi je dis foutu virus, est-ce que les Français se montent les uns un petit peu contre les autres, où est-ce qu'on en est dans tout ça, Christophe Chalençon? Alors, on va déjà parler du sujet, parce que dans votre Il y en a plusieurs. développé, il y a plusieurs sujets d'aborder. Oui. Donc, on va parler de mes différentes arrestations qui sont quotidiennes chaque fois que je sors le nez de mon territoire. Effectivement, j'ai été arrêté par la BRI à Paris, place d'Italie, parce que j'avais demandé à ce que nous montions manifester à la sortie du premier confinement pour marquer que le peuple... Enfin, la partie des citoyens qui manifestaient était toujours présente et que nous n'étions pas endormis malgré les 2 mois de confinement. Ensuite, j'ai été à nouveau, on va dire, interrogé par aussi encore la BRI à Avignon parce que j'avais fait une vidéo qui était un peu, qui avait dépassé un peu les limites puisque j'appelais à ce que tous les citoyens se préparent un soulèvement national qui, je pense, devrait avoir lieu assez rapidement. Après, j'ai été arrêté, je suis, oui, en permanence, mais parce que je suis sur le fil rouge. Je suis un opposant politique. Donc, et je fais pas du politiquement correct. Donc, je suis toujours à la limite de partir en cage. Voilà. Mais j'essaie de parler, pour moi, et puis pour mes compagnons, puisque nous avons créé un mouvement politique à partir des élections européennes, donc en 2019, qui a émergé du mouvement des Gilets jaunes, mais qui n'est pas constitué que de Gilets jaunes. Mais j'étais déjà présent aux élections législatives de 2017, parce que le grand problème que j'ai détecté, et qui malheureusement s'avère... Mais alors, les gens qui ne le voient pas aujourd'hui, c'est qu'ils ont les lunettes de soleil assez épaisses, c'est que la démocratie en France n'existe plus. Le général de Gaulle, lorsqu'il a créé la Ve République, il a créé une démocratie représentative. C'est-à-dire que chaque bassin de vie portant un nombre de citoyens devait être représenté par un député. Mais le cancer du général de Gaulle, c'était les partis politiques. Et aujourd'hui, nous en sommes là où il ne voulait pas que nous allions, c'est-à-dire que ceux qui l'ont remplacé ont détruit la Ve République dans ses statuts, dans son ensemble. Et cette représentativité, aujourd'hui, qui devait être démocratique, ne l'est vraiment plus. C'est-à-dire que les partis politiques se sont appropriés le débat politique, les partis. Aujourd'hui, on voit très bien que 50 à 60% de Français ne se déplacent plus pour aller voter. Donc, c'est là, le plus gros parti de France, c'est l'abstention. Et je veux dire, les pouvoirs en place ne font rien pour faire revenir les électeurs. C'est leur dernier souci. Parce que le pouvoir, aujourd'hui, ne veut plus de démocratie. On voit très bien que, alors, l'essence même, c'est quoi? C'est que nous avions majoritairement, à l'époque de Gaulle, et quelques décennies plus tard, nous avions des gens qui étaient véritablement issus de leur territoire, et qui étaient à l'Assemblée nationale, et qui représentaient, effectivement, les citoyens de leur circonscription. Aujourd'hui, les partis politiques ont été investis et sont créés majoritairement par des énarques. Ça, c'est des hauts fonctionnaires. Donc ces gens-là, qui devraient être dans la structuration de l'État, se retrouvent aujourd'hui et qui devraient... ils sont là normalement parce qu'à l'ENA, les études qui leur sont payées par le contribuable, ils sont là pour organiser. Donc quand je vois un énarque
qui est préfet, je me dis, ce monsieur a sa place, ou cette dame. Par contre, quand je vois tous les énarques qui sont à la tête des partis politiques et qui essaient de nous vendre leur salade nauséabonde, parce que c'est la même soupe, d'accord? C'est cette soupe qui est pro-européenne, qui est pro-mondialisation, qu'il soit de droite ou de gauche. C'est les trois grands partis qui ont été au pouvoir depuis 40 ans, que ce soit les socialistes, que ce soit les républicains, anciens RPR, ce soit aujourd'hui Macron. On voit très bien que dans l'ensemble des ministres, l'ensemble des collaborateurs, ce ne sont que des énarques qui sont là pour nous vendre la même soupe. Donc il n'y a plus de démocratie. La majorité des députés, grand nombre, sont aussi des énarques. Donc c'est là que ça a glissé. Ce sont des gens qui étaient normalement hauts fonctionnaires. Et comme la politique que faisaient les vrais représentants du peuple ne leur convenait pas, mais ces gens-là se sont petit à petit accaparés le débat politique. Et donc, nous avons ces énarques qui sont malheureusement déconnectés de nos territoires, qui portent une politique complètement hors sol et qui ne veulent plus de démocratie parce qu'ils se prennent pour une élite qui a le savoir. Et donc, ils ne tiennent plus compte parce que quand vous voyez quand même ce qui se passe en France depuis maintenant plus de 2 ans, il faut vraiment être hors sol. Et le grand débat qu'a fait Macron suite au mouvement des Gilets jaunes, qui a coûté une fortune et qui est arrivé sur rien du tout, parce que le peu de maires ruraux qui ont exprimé leurs sentiments à ce moment-là, Macron n'en a pas tenu compte. Il a maintenu son cap. Pourquoi? Parce qu'il est là, il n'est pas le président des Français, il n'est pas le président de la nation, il n'est pas le père de la nation. Macron n'est pas le père de la nation. Macron a été mis en place pour signer l'arrêt de mort, l'acte de décès de la Ve République et de la Grande Maison de France. Il est là pour servir les intérêts d'une oligarchie qui est là pro-européenne et pro-mondialisation. Donc, il est évident que tout ce qui se passe, qui remonte du terrain et ces manifestations des Gilets jaunes et aujourd'hui, tout ce qui se passe, cette destruction de la première entreprise de France avec ce Covid qui n'est qu'un prétexte. Parce que, on va y revenir plus tard, je pense. Alors, Christophe, mais on voit très bien je vous interromps. Que le pouvoir en place est complètement déconnecté de nos territoires. Alors, je vous interromps 2 secondes. Deux remarques. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les Gilets jaunes n'ont pas bonne presse aujourd'hui. Bon, première remarque. Et vous dites qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement totalitaire. Est-ce que vous voulez répondre à ça? Tout à fait. C'est à vous, Christophe. Le mouvement des Gilets jaunes est mort. Pourquoi? Parce que, si vous prenez les temps de semaine, parce que je peux parler en connaissance de cause, parce que j'ai créé, le département du Vaucluse a été le département le plus puissant en termes d'organisation et de contestation le 17 novembre 2018. Nous avions mis en place sur le département 47 points de blocage, ce qui veut dire que le département, le 17 novembre, était bloqué du nord jusqu'au sud. Voilà. Donc, ça a été quelque chose de très organisé. Je l'ai dit. L'organisation est une chose, mais après, qu'est-ce que ça devient? Alors, j'y viens. Pourquoi? Ce jour-là, vous aviez des gens qui étaient majoritairement des gens qui ne rejetaient pas le fait de l'État, qui n'étaient pas contre ce que représentait aujourd'hui le pouvoir politique. Ils étaient là, simplement, ils se sont levés parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas entendus par le haut. Donc, ils se sont levés, comme moi je me suis levé, en essayant de secouer le cocotier. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'artisans qui pleuraient et qui étaient là parce que les charges étaient trop importantes, mais ça, ça faisait des années, des décennies qu'on le disait, qu'on l'écrivait. Il y avait des gens qui travaillaient, mais qui malheureusement travaillaient et ne gagnaient pas, et leur salaire ne leur permet pas de vivre. Il y avait beaucoup de retraités qui sont malheureusement aujourd'hui broyés par le système. Il y avait des gens qui étaient beaucoup de mamans célibataires qui malheureusement sont aussi oubliés par le système. Il y avait des gens qui étaient au chômage, mais ce n'était pas la majorité.
il y avait, ça allait, et c'était des gens qui avaient, on va dire, allez, entre 30 ans, mais il y avait je me suis rendu compte, on avait des gens qui avaient 70, 75 ans, 80 balais sur les ronds-points. Je veux dire, c'était très fraternel, c'était magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous savez très bien, puisque, je veux dire, vous suivez le mouvement, hein, Lionel, depuis le début. Pas de parti politique, pas de syndicat. C'était vraiment quelque chose de pur. Ça, c'était la volonté des Gilets jaunes. Ça a permis, lors de ces réunions que je faisais, l'Assemblée citoyenne, où des fois nous étions 500, 600, d'avoir tous les courants représentés. Et l'essentiel qui était demandé, c'était le bien vivre ensemble, de retrouver cette fraternité que nous avons tous connue, cette génération. Moi, j'ai 54 ans. Ce bien-être, ce bien vivre ensemble que nous avions il y a une vingtaine d'années. Voilà. Donc aujourd'hui, malheureusement, et ça, le pouvoir a été formidable, c'est-à-dire qu'il est arrivé par la durée, les gens, et surtout en mettant une police très répressive, de dégager toutes les gens qui venaient avec de la volonté, de la bienveillance. Tous ces gens-là ont été écartés parce que c'était très dangereux. On a vu pendant les 6 premiers mois les dégâts que les manifestations ont fait chez les citoyens. Donc ces gens-là ont eu peur. Et puis petit à petit est arrivé dans les cortèges, bien entendu, les syndicats. Et puis, bien entendu, là on le voit aujourd'hui, l'extrême gauche qui a voulu s'accaparer le mouvement et qui est arrivé de toute façon. L'extrême droite, elle, sachant qu'elle tirait les marrons du feu, Marine Le Pen, elle n'a pas du tout bougé, parce que de toute façon, on sait très bien que ces deux anges gardiens de la République, que sont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, sont les deux chiens de garde du pouvoir. Et donc, Marine Le Pen, elle est là tout simplement pour exister, pour tirer profit de la politique, mais elle n'est là en aucun cas pour prendre le pouvoir. Donc, elle, son but, c'est d'être présente au deuxième tour des élections présidentielles, bien entendu, et son chemin est en train de se faire. Mais les Français, les citoyens prennent conscience de son rôle dans ce théâtre, dans cette mascarade. Et bien entendu, la gauche, Mélenchon, qui attise les braises parce qu'il a besoin d'exister, lui, provoque et appelle au chaos. C'est parce qu'on sait très bien que Mélenchon veut le pouvoir. Mais comme je lui dis en permanence sur les réseaux, j'ai malheureusement pas même si c'est une belle langue, j'ai jamais eu l'occasion de lui parler en direct, mais je ne pense pas qu'avec 8 ou 10%, l'ensemble de la grande maison France accepte que M. Mélenchon soit son guide. Voilà, tout simplement. Alors, je vous avais parlé. Oui, vous dites que nous avons actuellement un gouvernement totalitaire et vous parlez aussi, alors je rajoute ça, des députés comme des députés godillots. Tout à fait. Alors, totalitaire, bien entendu, parce qu'il faut quand même se rappeler pourquoi Macron a été élu. Je ne dis plus le président, je ne dis plus M. Macron, parce que pour moi, l'individu qui agit comme il agit de la sorte ne représente plus la France. C'est un dictateur. Aujourd'hui, on voit très bien. Alors, je reviens à pourquoi. Moi, j'ai voté Macron, hein. Il faut le savoir. Pour quelle raison? Parce que déjà, je suis centriste. Je suis du centre, mais du centre gaullien, c'est-à-dire celui qui protège le peuple et qui respecte la nation. Voilà, le terme gaullien. Et je suis centriste. Et le général de Gaulle s'amusait d'être critiqué à la fois par la droite et par la gauche. Et il disait quoi? La France, c'est ni la gauche ni la droite, c'est la France. Voilà. Donc, toutes ces partis politiques qui portent soi-disant, une vision partisane, au final, détruisent l'unité nationale. Et je veux dire, dans une charrue, quand vous avez un attelage de 6 chevaux, d'accord, si vous commencez à avoir 3 chevaux qui tirent à gauche et 3 autres qui tirent à droite, ben vous savez où ça va, la charrue, elle s'arrête. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut revenir aux fondamentaux. La France, même si elle est
après-guerre, c'était normal qu'elle explose, les 30 glorieuses. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un capitaine à la barre, il y avait un général à la barre qui a su porter la France vers l'avant, qui a su doter la France des outils qui ont fait que nous étions respectés sur l'ensemble de la planète et surtout que nous avions notre souveraineté nationale. Christophe, voilà. Vous venez de me tendre une perche. Vous ne seriez pas hostile à ce qu'un général prenne les affaires en main en France? Et là, vous en inquiétez plus d'un, vous vous en doutez. Je veux dire, si vous avez suivi mon parcours, l'analyse, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont venus dans le mouvement des Gilets jaunes, mais qui n'avaient pas de structuration politique. Et déjà, ils ne voulaient pas entendre parler de politique. Donc c'est ce qui était terrible, c'est-à-dire que lorsqu'on va manifester, même sur un rond-point, et que l'on se retrouve à 2 ou 3, et que l'on dise, nous, notre projet, ou notre vision, ou nos besoins, c'est ça, ça et ça, obligatoirement, on fait de la politique. Ou alors, je ne sais pas ce que veut dire le terme politique. Et beaucoup de gens, 90% qui étaient sur les ronds-points, n'avaient pas de structuration politique. Alors moi, je ne suis pas du tout un politique de carrière, mais je me suis toujours intéressé à la politique. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte très tôt, et il y a plusieurs années, qu'aucun parti politique en France, aucun, et c'est là que j'ai commencé à écouter et à lire un petit peu la vision gaullienne, pas la politique gaulliste, parce que malheureusement, le général de Gaulle, suite à la sortie de guerre, a dû faire des concessions. Et c'est là, on devient, il y a des choix qui ne me plaisent pas. Par contre, si on prend réellement la structuration gaullienne, c'est-à-dire les intérêts de la nation, c'est-à-dire la souveraineté nationale, et porter le peuple vers l'avant, moi, ce sont les 2 jambes de la politique gaullienne. Voilà. Et ça me suffit. Le reste, je n'ai pas besoin d'aller chercher très loin. Parce qu'à partir du moment où on refermera les frontières, on défendra les intérêts des artisans, de notre paysannerie, de l'industrie française qui a été totalement détruite avec notamment les 35 heures portées par la gauche, et on se rend compte aujourd'hui qu'il faut revenir à l'essence même. Et c'est pour ça que Macron commence à parler de souveraineté, mais lui, il sait pas où il fait le grand écart entre la souveraineté nationale et être pro-européen. C'est pour ça que quand j'entends des républicains, tous les républicains, qui veulent reprendre le pouvoir, mais qui sont pro-européens et qui se disent gaullistes. Parce que quand on est gaulliste, on est contre l'Europe. Et surtout, on est contre cette Europe-là, cette Europe cannibale qui détruit la nation. Par contre, on peut être pour une autre forme de structuration de l'Union européenne, c'est-à-dire une Union européenne, et c'est à ce sujet-là que j'avais rencontré le vice-président Di Maio italien, justement pour créer cette Union européenne des nations souveraines. Voilà. Alors, vous me parlez du général. Bien entendu, c'est la seule solution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, que vous preniez n'importe quelle politique, de Dupont-Aignan à Marine Le Pen, de Mélenchon à Ségolène Royal, qui vous voulez, il n'y en a aucun qui est là pour servir la nation. Donc quand en 2018, j'ai dit, il serait à Europe 1, on m'a demandé qui je voyais, j'ai dit, il faut changer de cap, il faut changer la gouvernance, et donc, moi, que Macron reste président de la République, franchement, j'en ai rien à taper. Par contre, parce que c'est la politique, c'est l'exécutif qui fait la politique de la France. Donc, c'est le Premier ministre, son gouvernement et sa majorité à l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on m'a demandé qui vous verriez à la tête d'un gouvernement, j'ai répondu, le général Pierre de Villiers. Pour quelle raison? Parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc Pierre de Villiers, le général Pierre de Villiers, a été dégagé par Macron. Il a été remercié, même s'il a, lui, remis sa démission, il a quand même servi sous 3 chefs d'État. Donc la structuration, l'organisation et le fonctionnement de la Grande Maison de France, je peux vous assurer qu'il doit le connaître sur le bout des doigts. D'accord? Ensuite, pourquoi un général? Parce que ces gens-là, ils servent la France. Ils ont des valeurs. Quand j'appelle aussi l'appel du 1er mai, nous avons appelé le général Didier Tauzin. Nous avons appelé le général Soubelé, c'est-à-dire ce trio,
pour porter, vous savez, le trio, c'est l'équilibre. Vous mettez 3 pieds à un tabouret, vous le faites tenir partout. Vous en mettez 4, vous en mettez 2, c'est le déséquilibre. Bien, Christophe. D'accord. Donc, quand on parle de généraux, ces gens-là ont une morale. La morale, c'est important. Christophe, il faut que je puisse intervenir de temps en temps. Ne pensez-vous pas quand même, quand vous parlez d'un général, de généraux, on a vu quand même quelques généraux à l'œuvre dans certains pays, et certains pays en gardent un très, très, très mauvais souvenir. Ne pensez-vous pas faire un petit peu peur aux gens en disant de telles choses? Pourquoi le général de Gaulle a laissé un mauvais souvenir? Non, je ne parle pas du général de Gaulle, je parle de généraux en dehors. Non, il n'a pas laissé un mauvais souvenir, quoique... Non, Christophe. Il faut pas mélanger les armées étrangères. Christophe, il faut que je puisse échanger un tout petit peu avec vous. Je ne parle pas du général de Gaulle, puisqu'il a libéré la France. Par contre, les Français l'ont mis dehors, il ne faut pas quand même l'oublier. Et je parle des généraux dans d'autres pays. C'est de ça que je parle. Voilà. Alors, les Français l'ont pas mis dehors, je reviens là-dessus. Les Français l'ont pas mis dehors. Le général de Gaulle, suite à un référendum, est parti de lui-même. Ah, ça revient au même. Je pense que Macron, même s'il faisait un référendum aujourd'hui, avec le pourcentage qu'avait obtenu le général de Gaulle, partirait. Voilà. Donc, il ne s'est pas fait mettre dehors. Attention aux mots. Aujourd'hui, les mots ont leur importance. C'est vrai. Alors, on va changer un tout petit peu de... Il faut savoir une chose, c'est que la grande maison France, comme je l'appelle depuis toujours, et c'est un terme que j'aime appliquer, que j'aime l'utiliser parce que ça résonne. Vous savez, la nation, c'est une maison. Et dans une nation, lorsqu'on est dans une maison, on aime être au chaud, on aime être protégé, et puis on aime retrouver sa famille, on aime avoir ses frères et ses sœurs lors des repas de famille, on aime aussi avoir ses parents, c'est ce que est en train de nous détruire Macron, avec ce moment qui est fondamental dans la grande maison France, c'est Noël. Parce que la grande maison France, qu'on le veuille ou non, elle a une histoire. Et son histoire, elle est chrétienne. Sa colonne vertébrale, c'est la chrétienté. 1200 ans d'histoire, qui a commencé par le baptême de Clovis, je veux dire, qui a organisé la société française, qui a structuré, qui a donné des limites géographiques. Tout ça, ça ne s'est pas fait avec la République et ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Donc, il y a une histoire, et cette histoire, on ne doit pas l'oublier. Les racines, la France, c'est un grand chêne. D'accord? C'est un grand chêne immense. Et ces racines sont profondes. Christophe, je sais que oui, ouais. Il faut qu'on avance parce que l'heure avance aussi. Et vous êtes au courant que l'heure, pour moi, ça a beaucoup d'importance. On doit parler du Covid, du problème que nous avons ici en France depuis maintenant, depuis mars. Aujourd'hui, certains sont en très grande difficulté. Je pense aux artisans commerçants, chefs d'entreprise, dans la palette la plus large possible. Ça va du monde du spectacle au monde de la restauration, des commerces en tout genre. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer encore dans les quelques jours, puisqu'on est en train de nous préparer, si vous voyez ce que je veux dire, avec les annonces là de ces dernières heures. On ne sait même pas comment on va réveillonner à cette fin d'année. Alors, vous dites que le Covid, il est mal soigné, il n'est pas soigné. Et que les tests que nous avons sont bidons. Il faut prendre les éléments un par un. Allez-y. Un par un. Pourquoi la chloroquine a été retirée des substances déjà par Madame la ministre de l'époque en vente libre et a été mise dans les substances vénéneuses avant que le Covid soit déclaré en France? Ça, c'est la question à se poser. Ça, c'est l'élément clé. Pourquoi le gouvernement a sorti ce médicament pratiquement gratuit, utilisé depuis des décennies, pratiquement un siècle, où des millions de doses sont vendues annuellement? Pourquoi il a été retiré de vente libre?
de la vente libre, des pharmacies. Est-ce que vous avez la réponse? La grande question. Est-ce que vous avez la réponse? Mais bien sûr. Est-ce que aujourd'hui, l'entreprise pharmaceutique, et je pense quand même, si les gens regardent un petit peu autre chose que BFM, gagne de l'argent avec ce médicament? Pas du tout. Et je pense que le docteur Raoul l'a dit de multiples fois et sur de multiples plateaux. Voilà. Donc, il faut se poser la question, pourquoi la ministre de la Santé de l'époque a retiré ce médicament quelque temps avant que cette soi-disant pandémie arrive? On la dégage. C'est ça la question. Ensuite, problème des masques. Soi-disant, au début, il n'y avait pas besoin de masques. Alors là, maintenant, si vous sortez sans masque, vous prenez 135 € d'amende. Si récidive, je crois que c'est 1 500 €. Alors moi, je vais vous dire ma pensée, parce que je ne vais pas débattre sur le médicament, le machin ou tutti quanti. Moi, je vais vous dire, on a un pouvoir totalitaire. Et cette crise du Covid, qui pour moi n'en est pas une, est là pour effondrer la nation. Voilà. Et faire passer des lois liberticides sans même maintenant, c'est ce qui est grave, c'est sans l'aval des, on va dire, des députés, puisque dans la première crise, on a pu se rendre compte que les ministres, aujourd'hui, ont eu la descente de la police pour faire des recherches à leur propre domicile, et que la deuxième opération, là, ils se sont mis... Alors, il y a cette structuration qu'ils ont créée au-dessus du Conseil des ministres, c'est ce Conseil de guerre, d'accord, qui leur permet de faire tout ce qu'ils veulent, de verrouiller le pays, sans qu'ils soient nullement inquiétés, parce que tout est top secret maintenant. Voilà. Donc, ça veut dire que nous sommes passés réellement dans un état totalitaire, soi-disant, parce qu'il y a cette maladie qui est là, qui... Alors, il y a des millions de morts, il paraît. Il y a des milliers de morts. Parce qu'une pandémie, c'est ça. Une pandémie, si vous prenez les mots comme on les utilise, et la guerre, pandémie, ça voudrait dire que vous sortez dans la rue quand vous êtes autorisé avec votre petit papier, et puis vous devriez retrouver partout sur les trottoirs des cadavres, avec des mouches qui tournent autour. C'est ça la pandémie. Moi, personnellement, je vais vous dire, ça fait plusieurs mois que je tourne dans mon département. Je n'ai pas eu de mort déjà autour de moi. Et les gens qui ont le Covid, ben, ils ont une grosse fatigue, ils ont des symptômes, c'est vrai, qui risquent de les bouger. Mais est-ce qu'ils sont soignés comme il le faut? C'est là. Vous niez pas quand même qu'il y a eu des morts, Christophe? Il y a eu des morts. Moi, je vais vous dire, les morts qu'il y a eu, on m'en a cité 2 là, dernièrement. Un de 80 balais qui avait des problèmes de cœur et qui est mort, d'accord? Ben, un peu comme Giscard d'Estaing, hein, parce que Giscard d'Estaing, il faudra me dire, celui qui a coûté une fortune à la France, parce que depuis qu'il est retraité, 81 ans, depuis 1981, ce chef d'État est à la retraite, hein, a coûté à peu près, je crois que c'est 2,5 millions d'euros à 3 millions d'euros par an. D'accord? Donc toute cette caste, à un moment donné, il va falloir la purger, la nettoyer comme il faut, faire quelque chose de très curatif. Donc le Covid, pour moi... Vous avez des mots très forts quand même. C'est une phrase. Pourquoi? Parce qu'on veut détruire toute la première entreprise de France, d'accord? On veut détruire tout l'aspect artisanal, on veut détruire tous les petits commerces. Pourquoi? Pour que ce soit des grosses enseignes et des gros groupes qui gèrent toute l'économie française. Voilà ce qu'on veut. C'est bien possible, c'est bien possible. Bon, en tout cas, en ce moment, le sujet, c'est la police, parce que ça change. Hein. Alors, c'est le Covid, un jour, on est à fond dans le Covid. Aujourd'hui, c'est la police, avec
les interventions soi-disant musclées. Alors moi, il y a quand même quelque chose par rapport à la police, hein, on vient dans le sujet de la police, il y a quelque chose que je ne comprends pas trop. À l'époque des Gilets jaunes, on ne peut pas dire que la police a été tendre avec les Gilets jaunes. Et là, aujourd'hui, parce que, alors bon, c'est sûrement discutable, j'en conviens, mais enfin, parce que quelqu'un ne veut pas se plier à un contrôle, bon, il est tabassé, hein, il est tabassé. On l'en fait, je ne dis pas une affaire d'État, mais enfin, il y a combien de policiers en France? Combien de gendarmes en France? Et il y en a il y en a deux, trois, quatre, je ne sais pas, qui ont dérapé. C'est condamnable, très certainement, mais je pense que c'est salir aussi tous les autres qui nous protègent, parce que sans police et sans gendarmes, une société ne peut pas fonctionner. Il faut savoir que la police en France, d'abord, il faut faire la différence, et j'arrête pas de le dire aux gens qui critiquent la police, la gendarmerie, les forces de l'ordre, les gardiens de la paix, on va dire presque même les CRS, on va dire, parce que c'est quand même un corps à part. Et c'est là-dessus où j'aurai le plus de bémols, mais ce sont des gens qui sont faits pour faire régner la sécurité. Vous savez qu'un CRS, il est là pour faire la sécurité, c'est totalement différent du statut d'un gendarme, d'un policier, par exemple de la BRI, par exemple, ou même des militaires. Je veux dire, chacun a un fonctionnement, a eu des méthodes de travail qui sont totalement différentes. Donc, au début des Gilets jaunes, moi je peux vous le dire, j'avais des CRS qui venaient, qui étaient là pour surveiller ce qui se passait. Et puis, moi j'ai toujours eu des échanges cordiaux avec eux, parce qu'il faut savoir que derrière leur tenue de Goldorak, je veux dire, c'est quand même des hommes, quand même des femmes, parce qu'il y en a de plus en plus aussi, et qui ont un cœur. Alors, bien sûr qu'ils sont formatés, mais je veux dire, quand vous respectez les règles, ils sont pas là pour démolir du citoyen. Après... Enfin, ils l'ont fait à l'époque des Gilets jaunes, quand même. Les écarts. Non, mais après, ce qu'il y a, c'est que chez les forgerons, vous avez des incapables, vous avez des incompétents, vous avez des connards. D'accord? Dans tous les métiers. Je veux dire, chez des instituteurs, chez des profs, cet après-midi, on a eu la visite parce que mon fils est dans un atelier en stage en ce moment pendant un mois. Est venu un professeur, son professeur qui est venu le visiter, un homme extraordinaire. Extraordinaire, je lui ai dit, parce que c'est un homme qui a déjà travaillé dans l'industrie, il a une approche avec les gamins qui est extraordinaire. Et je l'ai félicité. Voilà. Alors, après, il y a des cons, j'ai rencontré des cons. Et dans chaque corporation, il y a des connards. Voilà. Mais le problème là, dans ces connards-là, c'est qu'ils ont des armes. Et donc, je veux dire, aujourd'hui, le pouvoir politique qui est en place les pousse. Il faut arrêter de croire que le policier sort le matin en disant je vais me buter, je vais en buter 2 ou 3, quoi. Non, c'est pas ça. Je veux dire, quand Castaner, qui est une planche pourrie, lui, il va falloir à un moment donné que tous ces gens-là, ils soient jugés. Parce que qu'on juge les policiers qui commettent des erreurs, c'est un fait. Mais il va falloir quand même que les politiques, à un moment donné, ils soient jugés. Ils soient jugés. Il faut arrêter de croire qu'ils se sont juridiquement protégés. D'accord? Ça, à un moment donné, quand le pouvoir va être renversé, et il va l'être, il va falloir que tous ces gens qui, depuis 3 ans, détruisent des vies, parce que c'est eux qui sont en haut. Il ne faut pas que les gens se trompent. Les responsables, même des capitaines ou des colonels de gendarmerie, de police ou quoi, ils sont aux ordres des politiques. Il ne faut pas inverser la chose. Les mecs, ils ne sortent pas le matin en se disant « je vais buter du gilet jaune ». Non, c'est parce qu'on leur donne l'ordre d'agir de telle ou telle manière. Et qui est dans les postes de commandement, d'accord, ce sont les politiques. Parce que j'ai jamais vu encore une armée ou un corps policier de son propre chef dire « tiens, on va aller tomber la manifestation ». Non, c'est parce que derrière, il y a un préfet, il y a un sous-préfet, et au-dessus de ces gens-là, de ces hauts fonctionnaires, il y a des politiques qui donnent les ordres. Voilà. Donc c'est pas, il faut arrêter
de voir comment dire, dans l'arène, vous avez le taureau, ce sont les manifestants, vous avez le foulard rouge qui est secoué, d'accord? Ça, là aujourd'hui, le foulard rouge, c'est les policiers. Mais par contre, qui c'est qui pilote et qui c'est qui a le foulard rouge dans les mains? Ce sont les politiques. Vous savez, les policiers aujourd'hui, je ne voudrais pas être à leur place. Chaque fois qu'ils m'interrogent, il y a ce moment très précis où on est là pour le fait que je dois être entendu. Puis après, il y a un petit moment après, des fois qui s'éternise un peu, mais ça me fait toujours plaisir, et où on discute. Et là, vous avez souvent, pendant un moment, le début, c'est le professionnel qui est là pour faire son travail, et puis après, il dépose son costume, et puis là, vous avez l'humain, c'est-à-dire le citoyen qui partage, qui échange. Alors des fois, ils ne sont pas toujours d'accord avec moi sur certaines visions de la République, parce que ce sont des gens qui sont quand même assez carrés, mais ils se rendent compte qu'aujourd'hui, la dérive politique est catastrophique. Voilà. Je voudrais qu'on parle, parce qu'il nous reste peu de temps, je voudrais que l'on parle d'un mouvement que vous avez lancé, peut-être avec d'autres, qui s'appelle Mouvement Évolution Citoyenne. Vous en êtes le porte-parole. Où en êtes-vous avec ce mouvement ? Alors, le mouvement a été créé pour les élections européennes. Nous sommes arrivés et parvenus avec 4 500 € sortis de nos poches respectives à monter une liste et partir aux élections européennes, non pas pour prendre le pouvoir, mais pour prouver que la démocratie n'existait pas. Pourquoi? Je vais vous faire vite une synthèse. Vous avez parlé de que vous m'avez découvert sur les réseaux sociaux, sur nombreux plateaux de télévision, lorsque j'étais gilet jaune et que je défendais l'action. Et je ne sais pas si vous avez souvenance un petit peu de ces débats-là, oui. Mais à chaque fois que j'arrivais sur un plateau, on me disait, mais monsieur Chalençon, il faut, ce combat que vous portez, c'est bien, c'est noble, bon, nous on n'est pas d'accord avec ce que vous faites, parce que quand même Macron vous a balancé 10 milliards sur la table, et puis vous êtes là toujours à manifester. Donc déjà les 10 milliards, je ne sais pas quel gilet jaune en a vu la couleur, d'accord? Mais bon, un seul fait. Mais on me disait toujours, monsieur Chalençon, puisque vous n'êtes pas content de ces élus qui ont été élus démocratiquement, tac, 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 présentez-vous en politique. Et c'est ce que nous avons fait. Et est-ce que vous nous avez vu débattre lors des élections européennes sur un quelconque plateau, avec justement les politiques qui ont le pouvoir? Jamais. Jamais. Alors que nous étions rentrés dans une démarche démocratique. Il y a eu 33 listes. Si je vais rappeler une chose aux auditeurs, c'est que Macron, aux élections européennes, il n'avait aucun député européen. C'est la première fois qu'En Marche se présentait à des élections européennes. D'accord? Ils ont eu le plus grand temps de parole. Normalement, si nous étions réellement en démocratie, toutes les listes auraient dû avoir le même temps de parole. Voilà. C'est tout simplement. Et nous aurions pu exposer notre projet, notre vision, parce que nous sommes partis aux élections européennes avec 4 500 € en demandant aux citoyens d'imprimer leur bulletin, parce qu'il était pour nous complètement aberrant de mettre 1 million d'euros, alors que nous avions une proposition, on avait un financement. Si nous avions mis 2 personnes dans les 5 premiers, on nous mettait 1 million d'euros sur la table. D'accord? Je passe. Nous l'avons refusé, parce que notre but n'était pas de rentrer dans le jeu des partis politiques. Donc nous avons participé à cette élection européenne, ce qui nous a permis d'exister d'une part, de porter cette vision de première démocratie dans le peu de débats que nous avons fait sur les territoires, et d'autre part, de commencer à structurer ce mouvement. Aujourd'hui, ce mouvement Évolution Citoyenne, vous avez ce badge ici, d'accord? Nous sommes des véritables opposants politiques, c'est pour ça que nous sommes des résistants, à ce régime totalitaire, c'est pour ça que vous avez la croix de Lorraine sur l'emblème que vous avez ici à l'écran. Évolution Citoyenne est un mouvement politique citoyen, c'est-à-dire qui n'est pas pyramidal. Nous sommes dans le débat constant. Nous ne sommes pas là ensuite pour présenter des députés avec un choix d'un bureau organisateur, non. Ce que nous allons porter, c'est des députés qui vont vouloir aller sur leur circonscription aux élections législatives, mais
avec l'appui de leurs concitoyens. C'est ça, cette démarche, cette politique qui va partir des territoires, qui va remonter. J'ai fait une très belle vidéo là-dessus en expliquant ce schéma de fonctionnement et qui ne soit pas descendant, mais un mouvement ascendant. Et là, nous avons créé avec Alexandre, qui est un ancien capitaine de gendarmerie qui est à la retraite aujourd'hui, qui a créé une plateforme qui se nomme les Patriotes français de 1789. Donc il a proposé de créer cette plateforme où sont aujourd'hui, on rassemble, jusqu'à maintenant nous sommes 5 mouvements. Nous avons Stéphane et Gérard qui étaient d'anciens de chez... Attendez, Christophe, je vous arrête 30 secondes, c'est juste pour la compréhension. Vous me parlez, alors on parle du mouvement Évolution Citoyenne, et il y aurait autour d'autres mouvements, c'est ça? Tout à fait, parce que le but, vous savez, Christophe Chalençon, il a ses admirateurs, il a ses détracteurs. Oui. Évolution Citoyenne, c'est ça. On a des gens avec qui on partage les idées, mais on n'a pas du tout aucune affection. Et on n'a pas envie d'en avoir. Donc Christophe Chalençon, il est très clivant, ça je le sais. Et donc, il y a des gens qui partagent les mêmes idées que moi, mais qui aimeraient, avec Stéphane, qui est un ancien instituteur, avec Gérard, qui est un ancien policier, avec, comment il s'appelle, Sébastien, qui est un ancien capitaine de gendarmerie. Mais nous avons créé des mouvements. C'est comme des familles, mais les familles, vous savez, dans une cité, elles peuvent se mettre autour de la table, elles peuvent discuter d'un projet commun. C'est pas comme des partis politiques. Pardon? C'est pas comme des partis politiques. Exactement. Les partis politiques, vous avez des gens qui veulent y participer, qui veulent donner leur point de vue, parce qu'il faut savoir que la politique que nous portons, nous, elle est portée... Nous voulons la continuer dans ce sens-là via les assemblées citoyennes. Donc une assemblée citoyenne, c'est une organisation où, je veux dire, vous pouvez faire une réunion le soir avec les gens de tous bords, et puis vous en tirez une politique du bon sens et de la raison, parce que vous avez écouté tout le monde, et puis des fois vous avez votre idée, un autre en a une, ce sont des schémas très directionnels, et puis vous avez une troisième personne qui arrive et qui n'a jamais dit rien à personne et qui arrive dans cette réunion, et puis on vous propose une autre solution. C'est ça qui est bon. Et donc là, vous débattez. C'est ça la véritable démocratie. Cette démocratie, c'est beau. Le terme démocratie, le terme politique sont des mots nobles. Et nous devons redonner de véritables sens à ces mots-là. C'est le partage, c'est l'échange, c'est le débat pour porter une politique non partisane, mais une politique du bon sens et de la raison qui va embarquer avec elle le maximum d'individus. C'est ça qui est bon. Nous allons arriver au terme de cette émission qui est un peu exceptionnelle puisque normalement ici, à l'antenne de CLC Média, on entrecoupe de musique. Bon, on voulait retransmettre sur Facebook, je pense que ça se fait, mais pas sur notre page CLC Média, sur la page de notre ami technicien Jean-Yves Bernard. Vous êtes forgeron de métier, Christophe Chalençon. Les fêtes arrivent. Quel est votre programme? À nous, le programme est inchangé. C'est-à-dire que nous serons 4 générations autour de la table et nous serons une quinzaine, peut-être un peu plus, autour de la table. Parce que chez nous, le repas de Noël est sacré. Alors moi, je ne suis pas baptisé, je ne suis pas on va dire, je crois profondément en Dieu, mais la religion qui a fait l'homme que je suis, c'est la chrétienté. Et donc, là où nous allons, je vais taire le nom parce que je ne voudrais pas que l'on soit ennuyé, mais même si on vient nous ennuyer, ils seront réceptionnés. Voilà, parce que... D'accord? Voilà. Donc, nous, chez nous... Vous n'êtes pas loin de la Corse. Il est de mettre le genou à terre et de se mettre de mettre le papier et la mamie dans la cuisine, de couper la bûche en deux. Non, nous, on s'embrasse. Vous voyez, nous, on s'embrasse tous les jours, le matin, le soir, parce qu'on est des fraternels, on aime l'humain. Il n'est pas question d'écouter ces personnes-là qui veulent détruire à la fois la famille, détruire la nation, détruire nos outils de travail. Il n'est pas question qu'on s'embarque dans ce chemin-là. C'est pas quelque part de la provocation, Christophe, quand même?
De la provocation? Est-ce que c'est pas quelque part de la provocation quand même? Ah, mais si vous me suivez, alors de la provocation, j'en fais tous les jours, parce que tous les jours, nous sommes à table et nous partageons, même les compagnons avec qui je bosse. Vous savez, ces délires-là vous savez, quand vous voyez dans les métros des gens qui sont agglutinés les uns sur les autres et qu'on empêche les gens d'aller faire du ski, d'utiliser les remonte-pentes, je voudrais bien savoir où est la politique du bon sens et de la raison, là. Voilà. Et où est la provocation alors? La provocation, c'est de leur côté. C'est ça. Parce que ces gens-là peuvent nous conduire à une guerre civile. Bon, Christophe Chalençon, ce que je vous propose, Oui. je prends l'engagement que l'on se retrouve dès janvier pour refaire le point, comment se seront passées les fêtes, et puis ben voilà, de parler de l'instant présent dans le courant du mois de janvier. Est-ce que vous acceptez à nouveau d'être sur notre antenne? Je l'accepte très volontiers parce que c'est toujours agréable d'échanger avec vous, de partager, mais je voudrais clore par une petite parenthèse. D'accord. Vous savez, la révolution aujourd'hui, parce qu'il va y avoir un renversement de pouvoir, je peux garantir qu'elle ne viendra pas d'en bas. Même si les gens aujourd'hui, les citoyens, se rendent compte, parce qu'il faut que les citoyens qui sont en bas, comme moi, nous nous rendions compte que l'élite aujourd'hui, soi-disant cette élite qui nous gouverne, est une élite faite de fourbes. Ce n'est pas une vérité, c'est un mensonge. Et il faut savoir qu'il faut que les gens soient au courant que dans cette grande maison de France, il y a une élite, une véritable élite, qui aujourd'hui n'a pas le pouvoir et qui a conscience de l'état d'effondrement de la nation et qui est réveillée et qui va se mettre en action. Et le changement, il ne peut se produire que dans nous. Pourquoi? Parce que les forces de police, qui sont les forces pour protéger la République, ce régime dont nous devons nous débarrasser puisqu'il est arrivé en fin de vie, et cette République est infestée de parasites, que sont les hauts fonctionnaires qui utilisent pour se servir. Donc, il y a une catégorie de Français et de Françaises qui sont une véritable élite issue de la société civile ou autre, qui va agir. Voilà. Donc, ne pensez pas que nous sommes, nous, le peuple de bas, les seuls à subir. Il y a des gens qui sont dans une autre sphère que la nôtre, qui subissent aussi, mais qui subissent surtout, pas matériellement, ça je peux le concevoir, mais qui subissent moralement, parce que voir leur nation se détruire et partir en déliquescence comme elle est en train de se faire, croyez-moi, ils sont autant révoltés que nous. Et sachez que la révolution, elle risque de venir d'en haut. Voilà, j'ai terminé. Merci Christophe Chalençon. Je rappelle que vous étiez en direct depuis le Vaucluse, votre département, et vous êtes porte-parole du mouvement Évolution citoyenne. Nous nous retrouverons en début d'année pour faire à nouveau un point. Merci d'avoir répondu à cette invitation et interview sur l'antenne de CLC Média. Peut-être qu'un jour, nous aurons le plaisir de vous accueillir ici, chez nous, dans notre sud-ouest. Pardon ? Je vais vous faire une promesse, c'est que le jour où nous devrons intervenir à nouveau sur les ondes au mois de janvier, je serai dans vos studios. Alors, l'engagement est pris. Et on retient, nous vous ferons déguster, puisque je sais que vous avez beaucoup d'attention sur les produits régionaux. J'en parle pas trop à l'antenne, mais on vous fera déguster quelques bons produits régionaux de la région. Je sais que vous êtes un bon vivant et que vous apprécierez sûrement. Merci en tout cas 1000 fois d'avoir répondu à notre appel. Les débuts ont été un tout petit peu difficiles, mais vous savez qu'en ce moment, nous ne sommes pas tous les jours à la radio, les émissions ont lieu, elles n'ont pas lieu. Bon, on attend que tout ça revienne un petit peu dans l'ordre et nous allons reprendre, comme on dit, le cours normal de nos émissions. Merci 1000 fois, bonne soirée. En tout cas, je rappelle que cette émission, grâce à notre ami Gérard qui est là à la vidéo, grâce à Jean-Yves qui est lui à la technique, sera diffusée aussi sur YouTube dans les prochains jours. Vous pourrez la voir, Christophe, puisque moi j'ai le plaisir de me voir et de vous voir. Vous n'avez pu que vous voir, Christophe. Donc vous verrez l'ensemble qui
qui est très bien réalisé, à mon avis, à mon goût. Voilà. Et donc, dans les prochains jours, peut-être fin de semaine, je me tourne vers nos amis techniciens. Peut-être demain, me dit-on, à partir de demain sur YouTube. N'hésitez pas à y aller sur YouTube, CLC Web Radio. Abonnez-vous, bien évidemment, et vous la trouverez aussi sur notre page de CLC Média, la page Facebook. Voilà, merci, à très bientôt Christophe. Bonne soirée. Merci beaucoup, passez tous de très très bonnes fêtes de fin d'année, malgré. Oui, merci. Quant à moi, je vous retrouve peut-être, vous voyez, c'est encore un peu du conditionnel, samedi matin à partir de 10h, et nous devrions parler des fêtes de Noël ici à Coutras, avec le marché de Noël. C'est peut-être ce samedi, on attend aussi encore des confirmations, parce que le marché de Noël, c'est programmé, mais sait-on jamais, il peut se passer encore des choses. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Pardonnez-nous encore, nous n'avons pas envoyé de musique, ce n'est pas notre habitude, mais là, vous allez en avoir pendant quelques heures. Donc, vous pouvez vous rattraper. Bonne soirée.